Bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Adrien et je suis développeur et je travaille pour deux sites. Et de coup, la présentation, je vais revenir sur le processus qu'on a mis en place pour améliorer la pertinence sur notre application qui utilise Elasticsearch. Donc pour donner rapidement un petit peu de contexte, de site, c'est quoi? C'est un groupe de librairies, surtout en Rhône-Alpes. Donc c'est des libraires physiques, mais il y a aussi de la vente en ligne aux particuliers, aux professionnels, et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est qu'il y a un service numérisation qui va tous les jours recevoir les livres qui sortent le jour, qui va les mesurer, qui va prendre leur poids, scanner les produits et prendre le plus d'informations sur le livre. On va constituer une base de données qui est revendue soit via des API, soit via une application en SaaS qui s'appelle Werbe. Et donc, le travail de pertinence qu'on a eu, c'est sur cette application qui s'appelle Werbe. Euh, Cette application, l'outil, l'onglet principal, ça va être la recherche de livres, la recherche simple. Donc, on voit qu'on a ici juste un champ texte et un bouton de recherche qui affiche derrière la liste des résultats de recherche. Donc, ça va être des produits et après, on va pouvoir éventuellement choisir les colonnes et à droite, on va retrouver nos facettes. Chose importante sur l'interface ici, c'est qu'on n'a pas un seul tri. On peut trier, on peut choisir le tri par titre, par auteur, par date de publication ou par pertinence. Et on reviendra là-dessus tout à l'heure, comme ça a son importance qu'on n'ait pas un seul tri qui soit le tri par pertinence. Justement, la pertinence, pour nous, qu'est-ce que c'est? Ça va être deux choses. Ça va être le nombre de résultats. Il faut faire attention à envoyer le bon nombre de résultats. Il faut pas avoir des faux positifs qui remontent, mais il ne faudrait pas non plus avoir des produits qui auraient été intéressants à remonter à l'utilisateur qui ne remontent pas. Donc il faut réussir à remonter le nombre juste. Et justement, il faut aussi, lorsque le tri est sélectionné par pertinence, ordonner correctement les résultats. Donc là, on va avoir plusieurs façons d'ordonner les résultats. Euh, on va avoir à la fois envers les termes de recherche qui ont été effectués pour voir si le produit est pertinent par rapport à ces termes de recherche. Mais on va avoir aussi d'autres critères qui vont faire que le produit est pertinent ou pas. Par exemple, si un produit est disponible, s'il vient de sortir récemment, s'il a un prix littéraire, ça va être des informations qui vont être intéressantes pour remonter le produit plus haut dans la liste. Donc on a vraiment ces deux critères, et on n'a pas seulement l'ordre des résultats, justement, à cause du fait qu'on peut trier par exemple, par date. Il nous faut retourner le bon nombre de résultats, on ne peut pas renvoyer pratiquement toute notre base et trier correctement par pertinence. Donc, du coup, il nous a fallu travailler sur cette pertinence. Et une des premières choses qu'on a mis en place sur notre application, ça a été de facilement pouvoir faire des explains. Ça nous a permis de bien comprendre comment fonctionne Elasticsearch au niveau du calcul de la pertinence. Et donc ça, l'explain, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un point d'entrée sur Elasticsearch qui va prendre une query et qui va prendre un ID de document. Donc avec ces deux informations, ça va nous sortir les raisons pour lesquelles le produit a été remonté et ça va nous montrer comment le score est calculé. Donc au début, ça c'est quelque chose qu'on faisait à la main, mais c'était assez fastidieux et du coup, on a intégré ça dans notre application. Donc, quand on se connecte dans notre application, si on est administrateur, on voit une nouvelle colonne qui est ici la colonne d'Explain. C'est juste un lien tout simple qui va nous permettre de faire l'Explain ici. On voit ici l'affichage très brut avec le calcul du score pour le produit en question. Et donc ça nous a vraiment permis de bien comprendre comment le calcul fonctionnait. Au passage, on a rajouté en dessous de ce calcul l'option pour
renvoyer le document, qui est aussi très utile quand on doit chercher pourquoi un produit a été remonté dans les moteurs de recherche. Donc là après après avoir compris comment les résultats étaient remontés, il nous a fallu comprendre deux choses. Comprendre comment les recherches étaient effectuées en production par nos utilisateurs. Donc pour ça, on a rajouté des logs. À chaque fois qu'un utilisateur va faire une recherche dans notre application, on va, euh, on va loguer cette recherche. Donc là, on va loguer à la fois les termes de recherche, mais aussi des informations techniques comme la date de la recherche, l'IP de l'utilisateur en question, et surtout, ce qui va nous intéresser ici, ça va être le nombre de résultats envoyés. Donc, avec ce nombre de résultats, ça va nous permettre de sortir différents tableaux. Par exemple, ça c'est un des premiers tableaux qu'on a sorti, c'était assez brut. Ce que vous voyez en abscisse, ça va être des semaines, et on a redonné des tranches de nombre de résultats. Par exemple, on peut voir que sur la semaine 40 de 2014, on avait 19% de nos recherches simples qui ne renvoyaient aucun résultat. Et ainsi de suite, on avait 3% de nos recherches qui envoyaient 124, et ensuite on avait 4% on avait 4% de nos recherches qui envoyaient entre 7 et 10 résultats. Donc avec ce genre de choses, ça nous a permis de savoir sur quoi il fallait nous focuser, sur quoi il fallait travailler, est-ce qu'on renvoyait trop de résultats ou trop peu. Et donc là, on a vu qu'on avait beaucoup trop de recherches sans résultat, et c'est sur quoi on s'est mis à travailler. Alors, on peut voir que tout à la fin, sur la semaine 16 de 2015, on avait 17% de recherches sans résultat, et ça, c'est suite au travail de réduction du nombre de recherches sans résultat. Donc ça, c'était vraiment une première étape, c'était connaître les recherches effectuées en prod et savoir sur quoi il faut travailler. Donc ça, c'était vraiment un premier tableau qu'on a constitué sans outillage. Ces recherches, après, on a amélioré leur fonctionnement. Enfin, ces logs de recherche, on a amélioré son fonctionnement. On a passé ces logs dans Kibana. Donc là c'est une interface c'est pas la dernière version de Kibana que vous voyez ici en capture, mais vous voyez ici les logs avec nos recherches. Ça nous a permis d'avoir quelques dashboards intéressants pour nos fonctionnels pour savoir chez quel client ont été effectuées les différentes recherches. Mais surtout, aussi, le plus intéressant, ça nous permet d'avoir des tableaux avec le top des recherches sans résultat. Et ce top, on le consulte maintenant généralement une fois par semaine. On a maintenant une alerte dans Slack qui nous indique qu'une fois par semaine, il faut consulter le top des recherches sans résultat. Et du coup, on va avoir deux actions suite à cela. Soit, en fait, il y a trois possibilités. Soit la recherche est complètement loufoque et c'est normal que ça n'envoie rien. Soit on a un problème avec les données dans notre base. Et donc là, le service de numérisation va faire ce qu'il faut, va rajouter le produit qui est manquant, les informations manquantes sur le produit. Ou soit on a un problème sur la façon dont on fait les recherches. Et là, par exemple, ça va être des synonymes à modifier, la façon dont on génère les tokens a changé, notre mapping a changé. Là, on a possiblement des tickets à faire pour améliorer l'indexation de la donnée. Donc là, c'est vraiment un travail intéressant de faire cette veille assez régulièrement. Et donc là, une fois qu'on connaît le comportement de nos utilisateurs, il faut aussi connaître ces données pour savoir ce sur quoi on peut travailler. Par exemple, au niveau des boosts sur les tri par pertinence, au tout début, on voulait mettre en place deux boosts.
un boost pour remonter au début les produits qui étaient disponibles, et un autre boost aussi pour remonter les produits qui venaient de paraître. On s'est dit qu'on n'allait pas forcément faire les deux tout de suite, et on allait en faire un. Donc, ce qu'on a fait, on a fait un rapide tableau croisé dynamique pour afficher les disponibilités en fonction de la date d'opération du produit. Ça nous a permis de voir qu'on avait une bonne corrélation entre les produits qui étaient disponibles et les produits qui venaient de paraître. Donc c'est quelque chose qui peut paraître assez évident, mais qu'il fallait quand même valider avec les chiffres. Et ça nous a permis de nous dire que dans une première version, on va seulement booster les produits qui sont disponibles. Car c'était vraiment le premier boost qui était le plus simple à mettre en place, plutôt que de travailler sur les dates où là, il y avait un peu plus de travail à faire. Donc là, ça nous a permis vraiment de gagner du temps et d'avoir une recherche qui était assez pertinente. Donc, au final, on a rajouté notre boost sur les dates, mais ça nous a permis d'avoir un gain et en peu de temps de dev, on a quelque chose qui était assez pertinent. Autre chose, là, on a vu qu'on a un Kibana qui est en place, il tape sur notre index de livres, on peut facilement faire des recherches. Par exemple, à un moment donné, on s'est posé la question de est-ce que dans notre recherche simple, on va rechercher sur les résumés des produits. On a vu qu'on avait beaucoup moins d'un quart des produits qui avaient un résumé dans notre base, et c'était une des raisons, entre autres, pour ne pas rechercher sur les résumés dans la recherche simple. Donc là-dessus, en plus de l'autre possible source de données que vous avez, si vous souhaitez vous donner dans une base MySQL par exemple, vous pouvez aussi utiliser Kibana pour avoir ce genre de stats. Alors là, je fais une petite pause sur des cas intéressants qu'on a eu au niveau de la recherche. Il y a quelque temps, il y a eu un produit qui est sorti qui s'appelle LLI. C'était une grosse sortie vu que c'était un arc Lévy. Et ça, c'est un produit qui a posé quelques problèmes. Car LLI, ce sont trois mots particuliers, ce sont des stop words. Et donc, à cette époque-là, notre Elasticsearch, on l'avait configuré pour que lors de l'indexation, on ignore les stop words. Et en fait, lors de l'étape de tokenisation, on ignorait ces trois mots. Ce qui faisait que quand on indexait le document avec ce produit, on se retrouvait avec un titre qui était vide. Et lorsque les utilisateurs tapaient LLI, la recherche ne renvoyait rien. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a corrigé le problème en deux étapes. Vu que c'était assez urgent, on a fait un correctif très rapide. Dans notre application, on a fait une expression rationnelle pour si dans la recherche on avait LLI, on faisait une recherche sur l'identifiant du produit. Donc ça, c'était vraiment ce qu'on a fait dans l'heure où on a remonté le souci. C'est vraiment le correctif très rapide et pas très propre. Et dans les jours qui viennent, on a fait un correctif plus propre et supprimer le patch qu'on a fait. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Lors de l'indexation, on conserve bien les stop words. Donc ils sont présents dans le titre. Et lors de la recherche, on va faire en fait deux recherches. Une recherche en prenant en compte les stop words et une recherche sans prendre en compte les stop words. Et il y a une des recherches qu'on va booster, ça va être la recherche sans prendre en compte les stop words, ce qui nous permet de ne pas avoir le bruit des stop words tout en remontant les cas comme celui-ci. Alors, donc là maintenant, je vais vous parler un petit peu du process qu'on a quand on fait des modifications sur la requête. Comme là jusqu'à présent, on a récolté de l'information sur quels étaient les cas à corriger, sur quoi on pourrait éventuellement impacter. Donc là, on va faire des modifications sur la façon dont on requête notre Elasticsearch. Mais la question qui va se poser, ça va être quel va être l'impact de notre modification sur la pertinence. Donc pour ça, on va utiliser les logs qu'on a en prod. On va prendre généralement ce qu'on fait, c'est on va extraire
l'ensemble des recherches simples sur le dernier mois courant, et on va les jouer sur notre instance de pré-production. On les joue une première fois sans effectuer notre modification, et on a un script qui va nous sortir un fichier CSV avec l'ensemble des recherches qui ont été effectuées, et en face, le nombre de résultats de recherche qui correspondent. On va ensuite mettre à jour notre instance de pré-production avec le cas qu'on aimerait tester, et on rejoue le même script qui nous donne un autre fichier CSV avec les mêmes recherches et éventuellement des nouveaux nombres de résultats renvoyés. On va ensuite merger ces deux fichiers dans un seul CSV qui va nous donner ici ces thèmes de recherche, une colonne avec les résultats avant, une deuxième colonne avec le nombre de résultats après. Et donc derrière, après ça, il y a un travail assez fastidieux, mais assez intéressant, qui va consister en indiquer pour chaque cas où il y a eu des modifications, si oui ou non c'est pertinent. Là, on peut avoir des cas où on a moins de résultats et c'est pertinent, ou à l'inverse, on peut avoir aussi des cas où on a plus de résultats et c'est tout à fait pertinent. Donc là, il faut un travail humain derrière pour savoir si c'est pertinent. Et c'est aussi l'occasion de tomber éventuellement sur d'autres cas et avoir d'autres idées d'amélioration derrière. Donc ça, généralement, ce travail-là, il est vraiment fait en collaboration avec les personnes fonctionnelles qui vont être généralement les plus à même de dire si la modification est pertinente ou non. Donc ça, c'est vraiment pour le travail qualitatif sur les modifications. Donc généralement, on étudie plusieurs centaines de recherches, mais on ne va pas pouvoir en étudier beaucoup. Alors, on a besoin d'une vision macro sur les changements, et pour ça, on utilise un outil qui s'appelle GraphViz. Et on sort des graphes qui ressemblent à cela. Donc là, ici, les différentes boîtes colorées, ça correspond à des tranches du nombre de résultats. Par exemple, la boîte qui est en haut à gauche, qui est en bleu clair, c'est la boîte qui correspond à la part des recherches qui n'ont aucun résultat. Donc on peut voir ici qu'avant la recherche, on avait 59 039 recherches qui n'avaient aucun résultat, et après la modification, elle est passée à 58 636. Donc on a diminué de 1% les recherches sans résultat. Et donc là, la question, c'est où sont passées ces recherches. Et donc c'est pour ça que vous voyez les différentes cases en bas. On peut voir ici que 25 de ces recherches sont passées dans la tranche de 21 à 40 résultats. Donc là, ça nous permet vraiment d'avoir cette vision macro qu'on n'a pas avec l'étude manuelle du CSV, et pour confirmer ou non si la modification a bien eu l'impact escompté. Et donc là, ce qu'on escomptait, c'était de diminuer le nombre de recherches en volta, et c'est bien le cas. On a diminué les recherches en volta sans non plus avoir ici les recherches de 1 à 5 résultats, de 6 à 20, qui augmentent trop fortement. Et donc là, ici, ce que je vous présente, c'est aussi des cas assez simples, mais parfois on a des graphes un peu plus compliqués, comme celui-ci. Alors, je vous parle maintenant aussi d'un autre cas qui était un peu problématique. Il y a un produit qui est sorti qui avait pour titre absolument débordé, où sur le titre du produit, débordé était écrit avec des tirets entre le D, le bord et le B. Et donc là, le service de numérisation, lorsqu'il a reçu le produit, il l'a rentré en base débordé avec les tirets, ce qui était normal vu que c'est le titre du produit. Par contre, ça a posé problème parce que les utilisateurs ils vont faire une recherche sur débordé sans les tirer, ce qui est aussi logique. Du coup, comment faire pour retrouver ces produits? Comme au début, on ne trouvait pas ces produits quand on recherchait débordé sans tirer.
Pour cela, il y a un filtre qui s'appelle le World Delimiter Filter, qui va nous permettre, pour un token, de générer plusieurs tokens. Donc là, quand Elasticsearch va recevoir des bordées avec le tiret, derrière, il va créer plusieurs tokens, il va garder le final, il va créer un token avec D, un token avec bord, un token avec D, et un token avec des bordées sans le tiret. Et comme ça, en rajoutant plusieurs tokens lors de l'indexation, lors de la recherche, quelle que soit la façon dont on va se saisir des bordées, on va pouvoir retrouver notre produit. Alors, tout à l'heure, du coup, je vous ai parlé de la façon dont on étudiait le nombre de résultats de recherche envoyés. On a aussi essayé d'automatiser un petit peu la façon dont on testait l'ordre sur la pertinence. Et pour ça, on utilise un outil de test automatisé qui s'appelle VIAT. Vous voyez ici un exemple où en gros, on lance ces tests une fois par jour sur notre instance de pré-production. Et ici, on a donc un script qui va effectuer des recherches simples en hyperpertinence. Et ce qu'on va faire, c'est on va, pour un produit demandé, donc là, on va utiliser le N identifiant de livre, on va rechercher si ce produit est ici, par exemple, pour le premier cas, entre les positions 10 et 30. Donc là, pourquoi on utilise des tranches et pourtant on ne demande pas des positions, ça va être pour la maintenabilité. Vu qu'on est sur notre environnement de pré-production, on va avoir notre base qui va se mettre à jour et potentiellement la position du produit va changer. Mais aussi, c'est parce qu'au niveau de la pertinence, on va vouloir que le produit va se retrouver entre telle ou telle position, mais ça va être très, très, très difficile d'indiquer que le produit va être à la position X forcément. Et donc ça nous permet aussi, en jouant tous les soirs, de vérifier qu'on n'a pas cassé complètement la pertinence si on a fait une modification. Vous pouvez voir aussi à la fin de deux colonnes le début souhaité et la fin souhaitée, qu'on rajoute parfois si on travaille sur la pertinence. Ça nous permet aussi, toujours quand on travaille avec les fonctionnels, de comparer avec ce qui est voulu, de facilement comparer l'état actuel avec l'objectif. Alors, du coup, tout ça, ça nous a permis de valider notre développement. Il est passé en production, mais qu'est-ce qui se passe à la suite? On va devoir un peu monitorer notre changement sur la pertinence. Pour ça, on a plusieurs indicateurs. Je vous ai dit qu'on loguait à la fois qu'on loguait les recherches, mais on log aussi autre chose, on log les accès aux fiches produits. Donc là, en fait, sur les résultats de recherche, quand on a un lien vers la fiche produit, on n'a pas seulement le lien vers la fiche produit, on passe aussi dans la requête quelques informations. Donc ça va être l'ID de la recherche et la position dans les résultats de recherche. Ça va nous permettre de sortir des tableaux comme celui-ci, avec ici l'évolution des percentiles des positions d'accès à une fiche produit. Car l'idée, c'est de se dire que si les utilisateurs cliquent sur les premiers produits de la page, ça veut dire que les résultats sont pertinents. S'il doit descendre tout en bas de la page pour cliquer sur le 40e produit, c'est bien qu'on n'y a pas présenté les produits de façon assez pertinente. Et donc là, comme ça, on peut voir ici l'évolution de ces clics vers les fiches produits. C'est un des indicateurs qu'on suit pour vérifier la pertinence. Un autre indicateur qu'on peut voir en dessous, c'est la part des recherches avec accès à une fiche produit. Et donc là, on va faire attention à voir comme tout un indicateur, car par exemple, sur celui-ci, parfois, après une recherche, un utilisateur va avoir suffisamment d'informations sur les résultats de recherche.
il n'y a pas forcément à avoir besoin d'accéder à la fiche produit. Donc là, voilà, comme tout indicateur, il faut faire attention, et puis euh, bien, bien faire attention lors de l'analyse sur, ben, sur ce que représente cet indicateur. Donc là, c'était des indicateurs purs sur la pertinence. Lorsqu'on log les recherches, on log aussi le temps d'exécution de cette recherche. On fait donc très attention aussi à ce que la modification, l'amélioration sur la pertinence ne casse pas les performances. Et donc, on monitor justement les percentiles de temps d'exécution de ces recherches, qu'on met aussi en corrélation avec le nombre de recherches qui sont effectuées. Du coup, pour finir, je dirais que pour améliorer sa pertinence, de notre côté, le travail, ça va être vraiment de collecter de l'information sur comment fonctionne la pertinence, comment les utilisateurs utilisent votre application, quels sont vos données. Ensuite, il y a tout un travail de test et d'itération pour améliorer cette pertinence. Et derrière, il faut bien mettre en place les bons outils pour mesurer et monitorer la pertinence en production. Du coup, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.